On va parler gastronomie, petite et grande gastronomie. C'est un sujet qui plaît toujours, ça, le bien manger. Vous êtes nombreux chez vous et aussi dans ce studio, n'est-ce pas, Jim, à avoir une passion pour la nourriture? Oui, effectivement. Alors certains réussissent dans la vie à transformer leur passion en métier. C'est votre cas, Elisabeth de Bourse. Bonjour. Vous Bonjour. êtes notre invitée dans ce studio. Après des podcasts et de nombreux articles, vous êtes désormais rédactrice en chef de Fooding, un guide dédié à tout ce qui concerne la bouffe en Belgique. Alors ça va du kebab à ce qui est vraiment gastronomique. Et donc cette brochure Fooding nous vient de France. Et donc, je vais commencer par une question. C'est quoi votre repas préféré? Qu'est-ce que vous allez manger, par exemple, quand vous allez sortir de ce studio? Qu'est-ce que je vais manger? Alors, il y a une adresse que j'adore qui est à côté de nos bureaux, qui s'appelle Tuck Shop, qui est une petite cantine. Et ils font des super bons sausage rolls, donc un feuilleté avec de la chair à saucisse à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et où sont vos bureaux? Alors, c'est dans le bas de Saint-Gilles, c'est rue Théodore Verhagen. Ok, et on parle beaucoup... il y a beaucoup de termes qu'on utilise et qui se retrouvent dans le magazine. C'est food, feeling, fooding. C'est de la traduction anglaise pure ou maintenant ça a pris une part dans les questions de société qui touchent la nourriture ici? Alors c'est très bien vu, donc fooding c'est food et feeling et c'est un néologisme, c'est un mot qui n'existe pas vraiment en fait en anglais, même si on comprend un petit peu où on veut en venir. Et effectivement c'est un mot qui est, en tout cas en France où le guide existe depuis 23 ans, vraiment entré dans les conversations. C'est un guide qui est à l'origine de beaucoup d'autres néologismes, comme par exemple le mot bistronomie. Et quand on dit fooding, donc food et feeling, ça veut dire que le guide s'intéresse pas exclusivement à la qualité de la nourriture, c'est aussi de l'atmosphère, l'endroit, le lieu, les gens. En fait, que ce soit bon dans l'assiette, c'est presque un prérequis dans les adresses qui sont dans le fooding. Et ensuite, il faut qu'il y ait ce petit quelque chose en plus, cette petite étincelle. C'est un mélange de convivialité, de bonne ambiance, de bon service aussi, de décoration, d'atmosphère. Alors ces lieux justement, il y a 400 lieux en tant que tels et je crois 700 adresses parce qu'il y a aussi quelques petits conseils à gauche, à droite. Comment vous les avez sélectionnés et quelle part prend Bruxelles aussi dans cette longue liste de lieux belges? Alors, on avait une liste de 700 adresses à tester. À la fin, on en a retenu 400 à travers toute la Belgique. Je dirais que Bruxelles compte pour 100 adresses, donc au moins un quart. On est toujours... on n'était pas étonnés, mais moi, en tant que Bruxellois, je suis ravie de voir la richesse du vivier culinaire bruxellois. Et alors, comment est-ce qu'on les sélectionne? En fait, on n'a pas une grille de critères, comme pourrait en avoir d'autres guides. Notre critère principal, je dirais, c'est est-ce que nous, en tant que chroniqueurs, chroniqueuses, si on devait retourner dans ces adresses avec notre argent, est-ce qu'on y retournerait, est-ce qu'on le recommanderait? Et en fait, c'est un critère tout simple, mais qui marche plutôt bien. C'est un peu ce que tout le monde fait, en fait, quand il découvre une super adresse et qui dit à ses amis « il faut absolument que tu ailles là-bas ». Voilà. En général, c'est assez authentique comme sentiment. Avec une particularité, alors vous n'êtes pas les seuls à le faire, mais c'est vrai que dans le milieu du journalisme culinaire, ça ne se fait pas tout le temps, c'est que vous payez vos éditions, vous y allez avec la preuve, vous avez mis quelques tickets de caisse publiquement. Tous, ils sont tous en ligne. Qu'est-ce que ça change dans l'approche? C'est vraiment pour vous donner plus d'indépendance, de ne pas avoir l'obligation de pondre un article parce qu'on a été invité? Ouais, pour moi, c'est super important. C'est essentiel. Je vois mal comment on peut fonctionner autrement. Donc nous, on arrive dans les restaurants, on ne s'annonce pas, on réserve sous pseudonyme et on écrit sous pseudonyme. Donc en fait, on peut jamais connecter vraiment la personne. On ne va également pas dans des restaurants où on peut connaître le patron, la patronne, le chef ou la chef. Et pour moi, c'est essentiel parce que il y a beaucoup d'émotions dans ce qui se passe à table. Et elle est importante dans le fooding, cette émotion, mais elle ne peut pas se mettre en travers du fait qu'une adresse n'aurait pas non plus 100% recommandable. Mais quand on voit la liste de base, donc c'était 700, c'est tout de même assez exhaustif, hein. C'est pas rien comme liste, ça a dû représenter beaucoup de travail. Ça veut dire que si on n'est pas dans fooding,
On a une mauvaise adresse? On n'est pas une mauvaise adresse, mais on n'est pas une adresse fooding. Je pense qu'il y a tout un tas d'adresses qui se retrouvent dans d'autres guides, qui se retrouvent dans des magazines belges, et on remet pas du tout en question le fait que ce soit des bonnes adresses. Mais voilà, nous, on a notre petite étiquette à nous, c'est notre petit label. C'est un genre en fait d'adresse, et petit à petit, j'espère que les Belges et les Bruxellois pourront reconnaître ce qu'est une adresse fooding. Et vous visitez combien d'adresses par semaine comme ça ? Alors moi, personnellement, je coordonne beaucoup l'écriture des adresses. Ça dépend des périodes. Je dirais que le plus que j'ai fait, c'est 45 adresses en 2 semaines. Ah oui. Et alors, quand on me dit c'est un super métier que tu as quand même, je suis d'accord, vraiment, mais c'est pas si simple que ça. Il faut faire beaucoup de sport à côté pour éliminer. C'est physique d'être chroniqueur culinaire. Oui, parce qu'après, il faut les écrire, ces articles. Il suffit pas de manger. Exactement. Jim, vous avez l'air d'en savoir quelque chose. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Et je pense à Bruxelles, mais on va parler également du reste de la Belgique par rapport à ce qui se fait déjà en France depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a vraiment une touche belge ou bruxelloise dans sa version noir, jaune, rouge de Fooding? Ma collègue Christine Doublet, qui est la directrice de la rédaction du Fooding et qui est au Fooding depuis 8 ans, elle en sait quelque chose de ce à quoi ressemble le terroir français, typiquement. Elle me disait qu'elle a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de différent en Belgique. Ce qui est différent, c'est que justement, on n'a pas de genre, on n'a pas d'espèce d'avenues dans lesquelles doivent venir s'insérer les adresses culinairement. On a beaucoup d'adresses qui sont uniques, qui travaillent leur unicité, qui sont identitaires en fait. Et il y a des tendances tout de même qui doivent être pareilles en France, mais je pense à la street food, à tout ce qui touche à la cuisine veggie ou vegan. Ça prend une part importante? Alors je dirais qu'il y a beaucoup les adresses d'assiettes à partager. Ça, c'est vraiment une tendance qui est installée depuis un bon moment. Ce qui fait que vous ne faites pas que des restaurants, il y a aussi pas mal de bars aussi dans la liste. Oui, c'est ça. Il y a des bars, il y a des caves à vin, et en plus tous ces genres commencent à se mélanger, à s'imbriquer. On n'est plus sur un restaurant et puis un endroit où on peut aller juste boire du vin et grignoter une planche. Tout ça se mélange. Je vois aussi dans la gastronomie, plutôt donc fine dining, le travail des produits à la braise, au feu de bois, qui revient très fort aussi. Et alors, par rapport aux adresses de street food, ça a toujours fait fort partie, en fait, de notre scène culinaire. Hein. Ne serait-ce que parce qu'en fait, on vient du frites-côtes, etc. Donc, ça n'a jamais vraiment dérangé les Belges de manger quelque chose sur le pouce, que ce soit au stade, que ce soit dans la rue. Donc, ça, c'est aussi déjà bien installé depuis longtemps. Justement, parler de nourriture belge sans mentionner les frites, c'était compliqué. Merci d'avoir rectifié ça. Justement, frites-côtes, il y a eu un partenariat déjà Fooding et la Belgique sur les frites-côtes. Il y a aussi toute une catégorie home, frites home dans le Fooding. Est-ce que ce guide, il est fait pour les Bruxellois, les Belges qui veulent en savoir un petit peu plus, ou aussi pour nos nombreux voisins français qui viennent faire un petit city trip ici ou en Wallonie? Alors le guide Fooding Belgique, c'est un guide belge pour les Belges, par des Belges aussi. Parce que 95% des personnes qui ont travaillé sur ce guide, malgré que la maison mère soit en France, sont belges. Donc c'est vraiment un guide pour les Belges. Après, effectivement, si ça peut permettre à nos voisins français et hollandais, puisque le guide est aussi disponible en néerlandais, ça leur permet de vouloir découvrir la Belgique, nous, ça nous fait super plaisir. Eh bien, merci Elisabeth de Bourse d'être venue nous parler de ce nouveau guide Fooding dont, je rappelle, vous êtes la rédactrice en chef.